Grâce au cybercafé, beaucoup d'Africains ont à présent accès au net. Et chaque jour, le nombre d'internautes augmente. À cause de la jeunesse de leur population, l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient ont été en 2009 les zones les plus dynamiques en termes de progression sur le marché de l'Internet. Désormais, pour rester au beurre de l'actualité nationale et internationale, un seul site, newsinfoafrique.com. News Info Afrique est un site web panafricain, généraliste et participatif, qui permet aux internautes du continent de s'informer sur l'actualité, de partager leur passion de la politique, du sport ou de la musique et de donner leurs opinions sur des sujets divers. Ce site est édité en français, avec des bureaux déjà installés en Côte d'Ivoire, au Mali, au Maroc et en France. Retrouvez aussi en podcast les différents numéros des grandes gueules de la semaine sur newsinfoafrique.com. Newsinfoafrique.com, suscitez l'opinion et cultivez les passions. Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Abdourahmane Diallo, Ibrahima Bantokouba, Moussa Moïsila, Aboubakar Diallo, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, employer des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, mesdames et messieurs, en ce jeudi matin, oui, à 1h30, ensemble pour décrypter l'actualité, comprendre les dessous de l'actu. C'est ici et nulle part ailleurs. Merci encore une fois de votre fidélité sur Radio Espace 8 FM qui diffuse cette émission tous les soirs à 18h. Au menu chez les GG, on s'intéresse à l'actualité. L'opposition guinéenne marche jeudi pour notamment contester le décret convoquant le corps électoral au 30 juin prochain. Le gouvernement est favorable à la manifestation puisque garantie par la Constitution, mais ne tolérera aucun acte de violence, quel qu'en soit. Les auteurs et les prétextes, déclarent son porte-parole Albert Damantan Camara. Quel est l'itinéraire retenu pour cette marche et que va-t-elle changer à la donne politique actuelle? C'est la question que les GG posent ce matin. Successivement, dans cette émission, ce matin, nous allons joindre Damantan Albert Camara, porte-parole du gouvernement, Alusenou Makanera Kake, membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel, Jean-Marie Doré, président de l'UPG, et Seloudanen Diallo, président de l'UFDG, sans oublier évidemment le colonel Ansoumane Camara de la police nationale. On s'intéresse évidemment à l'actualité. Hier, vous l'avez suivi certainement. Et oui, un nouveau directeur en remplacement du coordinateur général Abdoulaye Keita, donc limogé. On en parle chez les GG ce matin. Monsieur Diallo, bonjour à Aboubakar. Bonjour Lamine. Bonjour à vous, Abdourahmane Diallo. Bonjour Lamine. Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Bantanko. Bonjour. Ahmed Kamara, bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci. Voilà, beaucoup de choses à dire ce matin. Et oui, le coordinateur est parti. Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Je pense que on va dire que finalement les émeutes ont eu raison de Abdoulaye Keita. Ouais. On a senti une petite hésitation du côté de Sékou Touré. Ouais. Mais je pense que finalement le professeur Alpha Condé s'est décidé à se débarrasser d'Abdoulaye Keita. Ouais. Et c'est un ingénieur en électro-énergie qui le remplace, un certain Nava Touré, et qui était jusque-là responsable du comité technique de revue des conventions et titres miniers. Alors on dit de l'homme qu'il est vraiment un technicien aguerri et qu'il est de la première promotion de la faculté de l'électro-technique de l'université de Conakry, de l'université de Guinée. Alors on souhaitait, le moins qu'on puisse souhaiter est que ce dernier pourra relever tous les immenses défis qui sont. Alors l'autre question qu'on a envie de poser ce matin, est-ce que c'est la politique ou c'est l'homme? Écoutez, moi je pense que comme Aboubakar l'a dit tout de suite, il faut espérer, mais un véhicule qui est gâté, qui est sur cale, vous enlevez le chauffeur et vous mettez un autre chauffeur. Vous pensez que ce véhicule va bouger? Alors ce qui reste clair, c'est que ce n'est non seulement c'est clair qu'il y avait quelque part une petite question d'homme, mais il y a de gros problèmes au niveau de EDG. On a vu le porte-parole, le chargé de communication de cette institution qui est sorti et qui a parlé, qui a dit pas mal de choses. Le service Laye Kouyaté. Donc je pense qu'il faut faire attention à tout ce qui se passe de ce côté aujourd'hui. C'est pas parce que ce monsieur est arrivé aujourd'hui, même si le décaissement retarde toujours, je pense qu'on aura toujours des problèmes. Il y a des causes. On sait très bien, c'est une société également budgétivore, et si peut-être qu'ils vont essayer d'arranger un peu, mais ce qui reste clair, c'est qu'il y a beaucoup à faire. Je ne crois pas que ce changement de personne va forcément changer la donne. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en politique, normalement, il faut combattre les systèmes et non les hommes. Parce que tout simplement,
quel que soit l'homme que vous enverrez à la place d'un autre, si le système reste le même, il va être mouillé. Justement. Dans le cas de EDG, le président de la République ne l'a pas compris. Moi, je ne partage pas, c'est mon point de vue, il lui appartient, c'est de son pouvoir discrétionnaire que de prendre des décrets pour limoger, pour mettre des personnes à des fonctions. Mais en tant que citoyen, je me dis que la véritable politique aurait été d'analyser tous les problèmes que rencontre l'électricité de Guinée au niveau du décaissement, au niveau de la lourdeur qui avait commencé à s'installer et au niveau de la grande tâche qui attendait cette entreprise. Rappelez-vous quand même que les câbles qui sont au niveau de la commune par exemple de Kaloum ont été faits depuis 1953 et que c'était à l'époque que pour peut-être 100 000 habitants. Aujourd'hui il y a combien d'habitants du côté de Kaloum? Il est vrai qu'il y a des petits problèmes je veux dire des petits problèmes de communication au niveau de DG. C'est même pas des problèmes de communication, je pense que je vous le dis parce que DG, on sait très bien ce qui s'est passé. J'ai été sur le terrain, j'ai vu quand même que le monsieur, il a fait quelques actes. Il a réhabilité des groupes électrogènes. Il a sorti des livres, il est allé à Paris. Pas des livres, pas de cet aspect. Mais celui qui vous dira qu'à l'aide d'un bâton magique, il viendra au niveau de l'électricité de Guinée et que dans 6 mois, c'est un slogan électoral, et que dans 6 mois, il vous donnera l'électricité, il vous aura menti, c'est un traquenard, c'est du vent que vous n'aurez pas, parce que tout simplement c'est pas vrai. Il y a des actes qu'il faut poser et des moyens qu'il faut mettre. Mais je me demande pourquoi EDG, gestion des commissions techniques de surveillance et pourquoi pas la SEG. Les bidons jaunes pilules dans la ville de Conakry. Non, j'ai pas fini. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Il y a la SEG qui existe. Les populations de Conakry n'ont pas d'eau. On peut faire un jour. On peut pas faire 24 heures sans voir le courant électrique. C'est pas possible. Non, sauf s'il y a une panne. Mais aujourd'hui, il y a des quartiers à Conakry qui peuvent passer 3 jours sans électricité. Moussa Moïse, vous pouvez vivre sans eau. Vous pouvez vivre sans eau, c'est possible? Non, c'est pas possible. Alors, mais pourquoi on sait qu'il y a des populations dans la ville de Conakry qui peuvent faire 2 jours sans une goutte d'eau dans le robinet? Non, je me des quartiers qui n'ont pas d'eau depuis des années. Les bidons jaunes n'ont jamais aussi bien marché dans la ville de Conakry. Le président le sait. Merci, et tous ceux qui sont autour de lui, c'est pas normal. Bien, allez-y, Matango. On va retenir que M. Touré d'abord vient dans un contexte très difficile, donc à la tête de cette société. Vous savez déjà, il y a eu plus de 2 semaines aujourd'hui, ce sont des manifestations répétées contre donc les coupures intempestives du courant. Mais il faut concéder ceci, on ne sait pas à l'issue de quoi cette décision a été prise par le chef de l'État. Parce que vous savez que c'est vrai, le coordinateur a été mis là pour des résultats. Et si aujourd'hui la présidence n'est pas satisfaite donc des résultats obtenus, c'est tout à fait normal qu'il y ait une possibilité donc de changer. Et si c'est dans ce cadre-là que M. Touré vienne, alors il faut dire que il faut le saluer, il faut se réjouir donc de l'arrivée. Effectivement, parce que vous avez parlé de système, mais le système était géré par M. Keïta, qui devrait donc être à la tête. Oui, bien sûr, c'est lui. C'est un petit ministre, Moussa Moïse. Non, le système, parce qu'il est le coordinateur. C'est le coordinateur donc de EDG, donc le système qui est mis en place l'incombe. C'est lui qui était le premier responsable de la société. Alors donc, si aujourd'hui M. Touré vient, il serait à même d'implanter, de mettre en place son propre système et il doit comprendre que le président a placé une confiance en lui dans une situation très très compliquée, donc il doit comprendre quels sont les défis qui l'attendent et comment est-ce qu'il faudrait arriver à bout donc de ce qu'il faut éviter, c'est surtout l'effet d'annonce, mon cher Abdourahmane. Vous êtes d'accord avec moi? On a vu un petit peu EDG s'est tapé un petit peu la poitrine à dire les fraudeurs ou je ne sais quoi encore, beaucoup de choses. Finalement, à la fin du compte, oui, il y avait beaucoup d'argent en jeu et ce qui s'est passé, les dessous, si tu veux, en tout cas en ce qui concerne l'évancement de ce monsieur Abdoulaye Keïta, c'est qu'ils se sont s'auto-flingués. Le coordinateur général adjoint qui a fait un rapport que le président a reçu 6 semaines après et qui les appelle. Et là, ça fait très très mal à Abdourahmane. Alors justement, vous savez, de toute façon, EDG a toujours connu ces guerres intestines là, entre les différents dirigeants. Ça ne date pas de Abdoulaye Keïta, ça date depuis très longtemps, pour ceux qui connaissent la boîte. Mais d'un autre côté, il fallait s'attendre un petit peu qu'Abdoulaye Keïta soit débarqué parce que de toute façon, la veille, avant-hier, il avait fait une sortie médiatique sur la RTG. On l'avait vu, en tout cas pour ceux qui ont analysé cette sortie médiatique, il s'était complètement craché parce qu'il n'était pas arrivé à expliquer un petit peu pour les raisons pour lesquelles on avait cette coupure d'électricité. C'est vrai que c'est facile de mettre sur le dos la lourdeur administrative et tout, mais je pense qu'à un moment, on a vu que beaucoup d'argent a été mis dans cette, dans cette société. Et il ne faut pas oublier que c'est un argument électoral
électoral pour le président de la République que de donner du courant électrique aux Guinéens. Donc si cet argument électoral n'est pas consolidé, il va se débarrasser des personnes à qui il a confié le travail de consolider cet argument-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, son éviction de la tête de la coordination intervient au moment où il y a une manifestation qui s'annonce. Il ne faut pas oublier que les jours précédents, on a assisté à de nombreuses manifestations. Aujourd'hui, peut-être, certainement, ce qu'on veut éviter, c'est que les revendications pour le courant électrique ne se mêlent à celles politiques qui viennent, comment on appelle ça, qui vont être bannies ce matin. Donc, éviter que les manifestants pour l'électricité ne rejoignent les manifestants politiques, parce que certainement c'est pas les mêmes revendications. Peut-être on va se retrouver avec des gens qui vont comment on appelle, récupérer un petit peu ces revendications pour l'électricité. Est-ce que c'était pas une manière de calmer un petit peu ceux qui ont manifesté les semaines dernières par rapport à l'électricité? C'est qu'il faut peut-être ajouter, moi ce que je déplore, c'est que voilà, la Guinée, c'est avec cette culture de violence qui est en train de s'incruster dans nos habitudes. C'est vrai que on ne peut pas empêcher des jeunes, des habitants d'un quartier de sortir pour exiger le traditionnel tour-tour, parce que c'est ce qui est perturbé, c'est ce qui provoque aussi l'ire des populations. Mais il faut éviter de casser, de s'en prendre aux édifices publics. Vous avez vu les bus de la Sotragui ont encore pris un nouveau coup hier. Et je pense que si ça continue de cette manière, cette société va finalement s'arrêter. Allez, mon cher ami Moussa Moïse. Juste pour dire que quand je parlais de système, c'est parce que tout simplement, il y a un environnement qui a été créé pour quand même, il faut le reconnaître, essayer d'empêcher la mise en œuvre d'une certaine politique. Quand quelqu'un occupe un poste de responsabilité à un moment donné, lorsqu'il quitte ce poste, vous vous rendrez compte de ce qu'il a posé comme acte et de ce qu'il n'a pas pu faire. Dans le cadre du coordinateur Keïta, je pense qu'il y a eu certains actes qui ont été posés qu'il ne faut pas tout de même occulter, parce que tout simplement, il nous a rapporté que ces 2 derniers jours, il y a eu des émeutes, parce que tout simplement, il a eu du mal à faire comprendre à ceux-là qui veillaient sur la gestion financière qu'il fallait rapidement débloquer les fonds pour aller faire des interventions sur le terrain, ce qui a retardé, et la population n'a pas été patiente. Donc je pense que il y a vraiment une implication de l'État. Une implication de l'État doit être faite du côté de EDG, parce que quel que soit l'homme qu'on enverra, je vous le dis, si le système reste le même, il n'y a pas de bâton magique. Albert Einstein lui-même ne pourra pas mieux faire. Est-ce qu'Ablai Keïta a été victime d'un sabotage? Écoutez, gros question qu'il faut se poser aussi. Oui, avec entre autres pas mal de choses, pas mal de révélations. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, les querelles intestines entre Ablai Keïta et ses coordinateurs adjoints. Justement. On a quand même sabotage ou pas, mais je pensais qu'il y avait quand même le minimum d'honnêteté qu'on devait quand même apporter aux populations guinéennes concernant la desserte en électricité. Je pense qu'il n'y a pas eu de clarté à ce niveau. On a dit oui, d'ici telle période, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Il y a des travaux qui sont en cours, mais sauf que ces travaux ne finissent jamais. Je pense qu'il fallait pas. Mais ce ne sont pas des travaux de mois ou de mois. Alors, mais il fallait avec moi. Mais il fallait pas. Alors, si c'est pas pour un mois, c'est pas pour 2 mois. Alors, il fallait pas rentrer dans ce jeu tout en disant, ben, dans 3 mois, vous aurez ça. Alors, dans ce cas, il y a quand même la prudence. Il faut être prudent. Je pense que à un certain niveau, ils n'ont pas été prudents. Ils ont fait des effets d'annonce, et ces effets d'annonce les ont rattrapés. Qui ont trompé non seulement le président, mais également l'opinion. Donc je pense qu'ils ont été rattrapés par ce qu'ils ont dit, et aujourd'hui il faut quand même voir ce système aujourd'hui. Il faut voir comment EDG peut aller sur une nouvelle base pour pouvoir quand même respecter le traditionnel tour à tour, même si on sait, comme Moussa l'a dit, qu'il n'y aura pas quand même de bâton magique pour que la situation puisse s'améliorer, même à 60% maintenant. Allez, en 20 secondes. C'est-à-dire, on ne va pas parler à la place des techniciens. C'est vrai, il faut le dire que d'abord, personne n'est indispensable. C'est vrai, personne aussi ne peut occulter qu'il y a eu des résultats donc, par la gestion de M. Keïta. Mais si ces résultats sont jugés insuffisants par la présidence, je pense qu'il n'y a rien à dire. Il faut être réaliste quand même. Hein? Oui, il faut faire... Le président ne va pas laisser passer sa peau. Non, écoutez, c'est ce que je dis. Je dis par rapport... Aujourd'hui, on peut dire que M. Keïta a posé des actes, mais est-ce que aux yeux de la présidence, ces actes sont suffisants? Il a été sacrifié. Il a été sacrifié. Quand il y a des émeutes comme ça, il faut qu'une tête tombe. C'est la petite tête qui est toujours coupée. Est-ce que c'est juste par ces émeutes-là, parce que ce n'est pas aujourd'hui que ces émeutes ont commencé. Vous vous rendrez compte que ça fait une belle lurette qu'on est en train de manifester pour les coupures intempestives du courant. Mais ce qu'il faut concéder, c'est effectivement une situation très difficile, mais le président de la République a sans doute, en tout cas c'est basé sur
des enquêtes en plus, qui ont mené à ce niveau-là pour dire que oui, aujourd'hui, M. Keïta ne pourrait pas faire l'affaire, donc je le change et je mets quelqu'un d'autre à sa place, à qui j'ai encore beaucoup plus confiance, qui pourrait peut-être juguler avec les problèmes qui se posent. Mais ce qui est sûr, il faut le dire, aujourd'hui, on ne parlera pas à la place des techniciens. Le résultat sur le terrain, qu'ils ont posé des actes ou pas, ce qui est sûr que la desserte s'est complètement effritée ces derniers jours. Voilà, bien dit là-dessus. Autre chose peut-être à rajouter, Aboubacar Diallo? Il faut peut-être espérer, comme je l'ai dit tout à l'heure tantôt, que voilà, le nouveau directeur général qui s'installe à la personne de Nava Touré, qu'il y ait vraiment plus de recettes magiques, plus de tours dans son sac pour pouvoir nous sortir de cette obscurité. Voilà, on l'espère, le tout bien. Allez, les jeux continuent. Jour J-10, le derby ASK Oroya, ou le choc des titans. Radio Espace, les grandes gueules. Radio Espace, les grandes gueules. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ahmed Kamara, Ibrahima Bantakoba, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïse Silla, Aboubacar Diallo, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. À partir de maintenant, une édition spéciale jusqu'à 10h30, mesdames et messieurs, pour votre plaisir. Oui, l'opposition guinéenne marche ce jeudi pour notamment contester le décret convoquant le corps électoral le 30 juin prochain. Dans un instant, nous allons essayer de joindre successivement dans les GG Damanta Albert Camara, porte-parole du gouvernement, Alousseni Makanera Kake, membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel, Jean-Marie Doré de l'UPG et Seloudalin Diallo, voilà, c'est bien cela, président de l'UFDG, et sans oublier le colonel Ansoumane Camara de la police nationale. Pour une fois, voilà, il n'y a pas de souci. On va essayer de les joindre dans cette émission. Le commandant Barry aussi. Oui, allez, il n'y a pas de souci. Oui, mais j'ai pas vu, il n'y a pas de sur la liste des appels. Merci beaucoup, Moussa Moïse. Allez, on va essayer de partir avec Damanta Albert Camara dans un instant, voilà, qui va intervenir, parce que on allait se poser la question à se dire, mais qu'est-ce qui se passe exactement, parce que souvent c'est lui qui intervient dans les médias, je parle du commandant Barry, mais bon, si la police aussi, s'y met un petit peu, je pense que c'est très intéressant tout cela. Voilà. C'est d'ailleurs le lieutenant-colonel Ansoumane Camara, donc qui va lieutenant-colonel, oui, c'est bien cela. Voilà, au nom de la police nationale. Effectivement, parce que nous avons essayé d'avoir le ministre de la Sécurité qui était en réunion et qui devrait aussi participer au Conseil des ministres, donc il ne sera pas disponible pour aujourd'hui, en tout cas pour ce matin. Bien, nous avons Albert Damanta en direct chez les GG. Allez-y. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans les GG. Voilà, l'opposition appelle à une marche ce jeudi. Nous vous avons suivi hier au cours d'une déclaration du gouvernement et vous avez dit que vous ne tolérerez aucun acte de violence. Mais dites-nous d'abord quel est l'itinéraire qui a finalement été retenu parce que le gouvernement avait proposé un autre itinéraire. Oui, donc c'est jusqu'à ce que la situation du terrain démontre le contraire. Nous nous en tenons à l'itinéraire qui a été finalement proposé par le gouvernorat et nous osons croire que c'est cet itinéraire qui va être respecté pour éviter justement de se retrouver encore dans une situation confuse. On attend de voir ce qui va se passer sur le terrain en espérant que chacun comprendra la nécessité de se conformer à ce que le gouverneur a proposé. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que cette proposition émanant de monsieur le gouverneur de la République et le gouverneur de la ville de Conakry plutôt va s'aimer plutôt de la confusion au cours de cette journée? Je ne pense pas. Je pense tout simplement que nous avons reçu la lettre le 15, je crois. Le lendemain, le 16, nous avons signifié, enfin le gouverneur a signifié que ce parcours n'était pas indiqué, qu'il fallait en prendre un autre. Je pense que lorsqu'on a un comité d'organisation digne de ce nom, on est capable de modifier un parcours en l'espace de 48 heures d'ici la marche. Donc, je ne pense pas que ça sème la confusion. Mais monsieur le porte-parole, qu'est-ce qui rend un parcours beaucoup plus praticable qu'un autre? C'est la question que je vous pose. C'est l'historique qu'il y a dessus, c'est le fait que ce soit un parcours très fréquenté, c'est le fait que ça gêne la venue des gens au travail. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et dans tous les pays du monde, il y a des axes qui sont plus privilégiés que d'autres pour faire des manifestations. Alors, monsieur le ministre, on le sait, dans votre déclaration, donc, vous avez signifié que aucun débordement ou encore les violences ne seront tolérées et l'opposition dit qu'elle va respecter, c'est-à-dire son itinéraire, c'est Bessia, pont 8 novembre, et le gouverneur, comme on l'a dit, décide que ce soit plutôt sur l'autoroute Le Prince. Alors finalement, si l'opposition ne respectait pas, ça veut dire que vous allez appliquer la loi.
Ouais, c'est-à-dire bouter. Oui, non, c'est-à-dire appliquer la loi, ce n'est pas beauté, ou je ne sais pas si j'ai bien compris. Appliquer la loi, c'est faire de telle sorte. La loi est faite en fait pour préserver l'ordre public. Et donc c'est dans cette mesure-là, justement, que les forces de sécurité se déploient à chaque fois qu'il y a des manifestations. Sincèrement, à ce stade, aujourd'hui, à l'heure où on parle, je n'ai pas le sentiment que l'on va déborder ou quoi que ce soit va se passer. En tout cas, je ne le souhaite pas et je pense que personne ne le souhaite. Il y a des forces de sécurité qui sont sur le terrain. La loi du terrain, c'est vrai comment. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité. Il y a des professionnels qui sont là pour ça. Ce sont ces professionnels-là qui ont demandé à ce que l'itinéraire change. Ce sont ces mêmes professionnels qui sont sur le terrain. Bien entendu, on ose croire que le comité d'organisation qui va être mis en place, j'espère déjà par l'opposition, saura collaborer avec les forces de l'ordre pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Je vous rappelle que, en principe, toute organisation de manifestation doit comporter un comité d'organisation clairement identifié avec des tenues différentes des manifestants. Et normalement, la norme, dans certains pays, c'est que pour 200 manifestants, il faut un agent de sécurité de l'organisation de la manifestation. J'ose croire que toutes ces dispositions ont été prises pour éviter qu'il y ait des débordements. Alors, monsieur le porte-parole, il y a des rumeurs d'infiltration, de graves rumeurs qui courent actuellement. Est-ce que vous avez... Il y a des informations, il y a des rumeurs d'infiltration de la marche qui est prévue pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez cherché à vérifier tout cela? Non, je pense que la police, les services de sécurité sont en permanence en train de vérifier toutes les informations, aussi minimes soient-elles. Mais je crois pas, enfin, je pense que non seulement c'est des rumeurs, et je pense qu'il faut surtout éviter de se faire l'écho de rumeurs. Lorsqu'on n'a pas d'informations plausibles, vérifiables, le fait d'amplifier la rumeur crée une responsabilité qui n'est pas bonne. Ça crée une psychose au sein des manifestants, au sein de la population, au sein des forces de sécurité. Et ça, souvent, c'est à partir des rumeurs même que se créent les incidents. Donc je pense qu'il faut avoir beaucoup de prudence par rapport à ça. Bien entendu, les forces de l'ordre prennent en compte tous les éléments. Et je crois savoir qu'il a été obtenu que la casse ne sorte pas aujourd'hui pour éviter justement qu'il y ait le moindre affrontement au cas où la marche passerait devant la casse. Voilà, Albert Damantan Camara en direct chez les GG. Alors, à cet instant T, monsieur le ministre, quels sont les dispositifs? Vous avez évoqué tout de suite au niveau de la gendarmerie, surtout au niveau de la police nationale. Peut-on dire quoi de plus en ce qui concerne cette manif d'aujourd'hui, monsieur le ministre? Alors, je vais vous renvoyer devant mes collègues de la sécurité parce que au stade où on est, je n'ai pas eu encore de rapport particulier. Je crois que les dispositions ont été prises, c'est ce que je sais. Il y a un dispositif qui est mis en place. Au-delà de ça, si je vous dis quelque chose, je sortirai de ma compétence et franchement, je ne saurais pas vous dire. Voilà, mais ça c'est une première quand même que vous faites une sortie médiatique à prévenir. C'est parce qu'il y a on y sent quand même des menaces à peine voilées. Nous allons rien tolérer. Nous n'allons pas tolérer le débordement. Est-ce que quelque part vous n'avez pas un tout petit peu haussé le ton que dans les autres déclarations? Non, je pense qu'il ne faut pas prendre une partie du communiqué. La première partie, la plus grande partie du communiqué a été faite justement pour réaffirmer les principes républicains, les droits constitutionnels de liberté de manifester. Je pense que ça a été très clair au début et à la fin, mais également la nécessité de protéger les citoyens, l'ordre public, et ça de telle sorte que la sérénité règne. Je crois qu'il ne s'agit pas de menace. Jamais un gouvernement ne peut menacer. Ce qu'on fait, c'est effectivement rappeler à chacun ses responsabilités. Et je pense que nous sommes tous témoins de ce qui a pu se passer ces derniers temps dans ce pays. Il y a eu des problèmes dans les manifestations. Personne ne souhaite que cela redémarre. Or, nous sommes quand même responsables de la sécurité de ce pays pour le moment. La moindre des choses, c'est qu'on rappelle ces principes-là à tous les acteurs qui sont sur le terrain. Voilà. Allez, Bantan Kopoklo. Monsieur Camara, si nous essayons de comprendre un petit peu cette déclaration, est-ce que, on ne le souhaite pas d'ailleurs qu'il y ait des violences, mais est-ce que par ces déclarations, cela ne signifierait pas que les seuls responsables, s'il y a, je dis bien s'il y a, on ne le souhaite pas, de manifestation, que ce soit l'opposition qui a appelé à la marche, qui serait le responsable? Non, il y a des dispositions légales pour ça, je ne vais pas revenir dessus. L'opposition les connaît, vous les connaissez, je les connais aussi. Je pense que ce qu'il faut, parce qu'à aucun moment dans le communiqué, justement, je ne mets l'accent sur une personne particulière. On a dit les violences, d'où qu'elles viennent, de qui elles viennent et de quelque motif qu'elles soient. Donc je pense, restons dans ce contexte, ne faisons pas monter la tension pour rien. Il y a une manifestation qui est en train de se passer, qui va se passer. Elle a été déclarée comme pacifique. Les forces de sécurité sont sur le terrain. Normalement, tout devrait bien se passer et à ce moment-là, on oubliera très vite le communiqué. Voilà, même si on ne fait pas monter la pression. Alors, ici, sans vouloir aller dans une escalade de manifestations de rue, l'opposition entend multiplier ses actions de protestation. Est-ce que vous avez une dernière astuce du côté du gouvernement pour ramener ces acteurs autour de la table?
On a toujours notre main tendue. Je crois savoir que le facilitateur est revenu. Oui. Donnons un sens à sa présence dans notre pays. Asseyons-nous, commençons à discuter. Et si après la discussion, rien ne sort, à ce moment-là, l'opposition décidera de ce qu'il est opportun de faire ou pas. Mais si on n'a pas commencé à discuter, on ne trouvera jamais la solution. Ça, c'est clair. Voilà, pas anticipé pour l'instant. En tout cas, monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. 9h-10h. 9h-10h, chaque matin sur Radio Espace. L'émission claironne sa devise. Les grandes gueules. Les grandes gueules, le show qui vous parle. Et qui parle de vous. Donnez la parole à ceux qu'on n'entend pas. C'est ça, les grandes gueules sur Radio Espace. Mais aussi sur Suite FM à l'instant, vous le voyez sur votre petit écran, monsieur Jean-Marie Doré, il faut le rappeler, hein, c'est le président de l'UPG, hein, c'est bien cela, voilà. Dans notre émission, monsieur le ministre, bonjour et bienvenue, monsieur le président. Bonjour, voilà. Ex-premier ministre. Ex-premier ministre. Même s'il y a certains qui n'acceptent pas qu'on les appelle ex-ministres. Oui, c'est cela. Non, mais monsieur le premier ministre. Le ministre, hein. Ouais. Le ministre, c'est celui qui vient de parler. Effectivement. Voilà. Allez, on vous a dans ce studio, évidemment, c'est par rapport à la manif d'aujourd'hui, monsieur Doré. On a écouté tout de suite Albert Damantan, Camara, le porte-parole du gouvernement. On a beaucoup insisté sur le communiqué d'hier. Moussa disait quelque part, comme quoi il y avait en fait quelques menaces dans le communiqué. Alors, la manif d'aujourd'hui, c'est contre le décret présidentiel? Non, c'est, je crois, je ne suis pas du collectif ni de l'ADP, mais je crois savoir que c'est une manifestation contre toutes les violations de la loi, contre les tentatives de rapeter des suffrages qui ne sont pas destinés au parti du gouvernement, mais à l'opposition, et que sous couvert d'astuces, notamment par Weymark, on veut se donner pour violer gravement le suffrage des citoyens. Donc en clair, vous êtes prêt à partir aux élections le 30 juin? Non, il ne s'agit pas d'aller le 30 juin ou le 1er. Parce qu'entre autres, hein, si l'opposition marche aujourd'hui, c'est un petit peu par rapport à cette date. Je vous explique. Le décret est venu comme une goutte d'eau pour faire déborder le vase. Mais il y avait déjà des problèmes. Si vous me permettez, je vais résumer pour qu'on y aille plus avant. Allez-y. Il y a un manque total de la classe politique, un manque de confiance totale à l'égard du gouvernement. On ne peut pas faire confiance au gouvernement. Je vous cite le cas le plus récent, avec le ministre qui vient de parler. Le premier ministre Saïd Fofana a prié les 4 anciens premiers ministres qui dirigent des partis politiques de passer le voir. Vous allez approcher un petit peu le micro, parce que vu que vous n'avez pas de casque, voilà. De passer le voir. Pour échanger avec lui. J'ai appelé la veille pour aller le lendemain. Ce n'était pas par écrit, donc ce n'était pas dans les formes. Mais on s'est dit qu'une invitation d'un premier ministre en période de crise, qui s'adresse à ceux qui l'ont précédé, dans un esprit républicain, il faut y aller. Mais quand on sera là-bas, on va lui dire qu'à l'avenir, s'il veut nous inviter, qu'il le fasse par écrit. Parce que chacun a ses archives. Il ne faut pas que demain on nie. Donc nous sommes allés, et Saïd Fofana, il faut le reconnaître, a pris du temps pour nous remercier d'avoir répondu immédiatement à sa demande, et que le temps ne lui a pas été donné de le faire par écrit. Mais qu'il nous remercie. Donc on a échangé, chacun a donné son point de vue, dans l'ordre CDA, celui d'Alain Diallo, Kouyaté et moi-même. Plus le porte-parole de Aboubacar Silla. Le Premier ministre était entouré par le ministre d'État Christian Sow, le ministre d'État Ousmane Ba, le ministre de l'administration du territoire, le ministre porte-parole du gouvernement, puis le ministre délégué à la défense nationale. Lorsque nous nous sommes exprimés, M. Christian Sow a estimé que vraiment les observations que nous faisions pour qu'on arrive à un dialogue responsable étaient tout à fait justifiées. La même chose de la part de Maître Kablé Camara, ministre de la Défense. Les autres n'ont rien dit. Le soir, qu'est-ce qu'on entend de la bouche de M. Damatan? Que les 4 anciens premiers ministres ont sollicité une audience du Premier ministre qui a eu la bonté d'accepter. Vous comprenez, c'est très grave ça.
si le ministre porte-parole du gouvernement n'est pas apte à enregistrer ce qui a été dit, ou il le dit par astuce pour disqualifier ou diminuer les anciens premiers ministres, comment voulez-vous que demain, même par écrit, on réponde à une invitation du gouvernement? Ce sont ces actes successifs anti-républicains, anti-démocratiques, à la limite contre la morale civile, qui font que ça ne va pas. À vous entendre, il y a une frustration. Ce n'est pas une question de frustration, c'est l'observation d'un comportement qui frise la forfaiture. Vous savez, la forfaiture, c'est très grave en droit public. C'est le manquement grave à ses devoirs. Vous comprenez? Le gouvernement est comptable de la paix en Guinée. Il est comptable de l'expression des opinions plurielles. Alors, en clair, M. Doré, vous avez l'impression qu'on joue avec vous? Le gouvernement joue avec... Il croit jouer avec nous, mais il joue avec lui-même parce que, en définitive, le pays n'avance pas. Alors est-ce que vous avez... Ce n'est pas critiquer le gouvernement que de constater que c'est un gouvernement qui produit des chômeurs, qui produit la récession, qui produit la misère, qui produit l'éclatement de l'entente nationale. Parce qu'on ne peut pas faire une constitution démocratique et vouloir gouverner seul en volant le suffrage des citoyens pour avoir une représentation nationale biaisée. C'est tout cela. Et le décret est venu pour arranger cette astuce cousue de fil blanc. Et donc on s'est dit, puisque le dialogue avait pour but d'arriver à changer l'opérateur de saisie, de se prononcer sur le vote de Guinée de l'extérieur, de normaliser le fonctionnement de la CENI. Rien de tout cela n'a encore été fait. Et le gouvernement prend un décret pour appeler les citoyens aux urnes. On appelle les citoyens aux urnes parce qu'ils sont déjà inscrits sur les listes électorales et ils vont voter. Mais aujourd'hui, là, le gouvernement appelle aux urnes le vide. Personne n'est encore sur le fichier. Alors, est-ce que si on vous demandait la charrue avant les bœufs, la charrue avant les bœufs, la charrue avant les bœufs? Oui, il n'y a même pas de bonne charrue. Vous comprenez? Est-ce que si on vous demandait, est-ce que vous ne sentez pas, vous n'avez pas senti le procès Alpha Condé finalement exaspéré et qui n'arrive plus à vraiment à supporter, on va dire, voilà, cette longue attente. Mais non, mais est-ce qu'il fallait Je proteste vigoureusement contre ça. Il a été élu président de la République pour gérer la Guinée, c'est-à-dire écouter les citoyens, écouter les structures représentatives des citoyens. Donc, c'est lui qui a créé cette situation. S'il est exaspéré, pour un élu qui est exaspéré, il y a le changement de comportement ou le départ. Tout de même, vous le considérez qu'il a des impératifs de calendrier, parce que c'est lui qui est comptable devant le peuple de Guinée en 2015. Le premier impératif, c'est d'appliquer la loi. Michel Alpha Condé a prêté serment sous son honneur d'appliquer et de faire appliquer la loi. Vous comprenez? S'il viole la loi, s'il contourne la loi, c'est lui qui s'exaspère lui-même. Vous comprenez? Il n'a pas ce que vous dites là n'est pas un argument, ça ne peut pas prospérer. Vous comprenez? Moi, Alpha Condé est un ami. Je vous le dis toujours, à temps et à contre-temps. Mais ce n'est pas pour que nous poignardions la Guinée. Ça, je n'accepte pas. Je serai le premier à aider, à faire avancer sa charge. Mais si cette aide-là... Tu peux tenir le micro, s'il te plaît. Si cette aide-là doit contribuer à violer la loi, à empêcher la libre expression du vote des citoyens, je ne marche pas. Je refuse catégoriquement. Vous comprenez? Michel Alpha Condé a fait du fait qu'il a combattu pendant 40 ans pour la démocratie, pour la promotion de la démocratie, un véritable fonds de commerce. Maintenant qu'il est au pouvoir pour mettre en pratique, c'est... Alors c'est votre ami, et aujourd'hui vous êtes surpris du comportement de votre ami? Mais absolument, parce que je ne le reconnais pas. Il était le plus en avant contre Lansana Conté, parce que Lansana Conté, d'après lui, n'était pas démocrate, il ne consultait pas, il n'était pas un homme de dialogue. Et aujourd'hui, il ne veut pas dialoguer. Le dialogue a pour but de normaliser le vote des citoyens guinéens. Quiconque prend le vote par des astuces d'un citoyen pour le mettre au compte d'un autre parti commet un crime d'État. Vous comprenez? Il ne faut pas jouer avec ça. Ce n'est pas de la plaisanterie. Mais non, personne n'a dit que c'est la plaisanterie. Il faut être réaliste à un moment donné. Le réalisme consiste pour le président à assumer ses devoirs dans le cadre de la loi. Et que faites-vous de l'opposition? Pardon? Que faites-vous de l'opposition? Non. L'opposition demande au président, n'attend du président que de faire son devoir légal. Vous comprenez? Le devoir légal. Jean-Marie Doré, il y a beaucoup de personnes qui ont dit
qu'il fallait prendre ce décret parce que la Guinée courait un grave risque. Il y aurait une instabilité. Non, le risque que prend la Guinée, c'est de laisser le champ libre au gouvernement de mettre une assemblée fantoche. Ça ne vous fait pas honte, vous, que l'Assemblée nationale demain ne soit pas composée de gens que le peuple a élus? Non. Ça ne vous gêne pas? Ah mais si. Mais alors, donc vous voyez, laissez tomber ça. Faut dire, vous voyez, ce qui gâte la Guinée, tout le monde veut caresser celui qui est au pouvoir dans le sens du poil. Mais c'est dangereux ça. Très dangereux. Nous n'avons pas pardonné à Lansana Conté de rapter les votes, n'est-ce pas, après le scrutin. Et aujourd'hui, l'un de nous qui était le plus en avant dans cette quête-là, il avait raison, c'est Alpha Condé. Que l'Alpha Condé soit seulement soupçonné de vouloir imiter Lansana Conté, c'est intolérable. Bien. Vous comprenez? Bien. Voilà. Jean-Marie Doré, mesdames et messieurs, invité exceptionnel ce matin chez les GG. Allez-y, Vantanko. Oui. Le facilitateur désigné donc de la communauté internationale est venu, est reparti, est revenu. Est-ce qu'il vous a rencontré, Saïd? Oui, il est venu chez moi à mon domicile. Avec toute l'équipe qui l'accompagnait. De quoi avez-vous discuté? De cette crise qui s'aggrave par des actes inconsidérés du gouvernement. Comment faire pour que le dialogue épargne à la Guinée des convulsions inutiles. Voilà, c'est l'objet de la démarche de M. Saïd Djinnit et de ses amis. A-t-il fait des promesses? Non, il n'est pas venu pour faire des promesses. Ils n'accepteront pas qu'on vienne nous faire des promesses. Ils ne sont pas des gamins. Il est venu poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le dialogue soit renoué? Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le dialogue soit renoué? Il y a un certain nombre de préalables, dont la révocation immédiate du décret. Parce que le décret est pris à contresens de la réalité, à contresens de ce que le peuple de Guinée attend d'un gouvernement démocratique. N'ayez pas peur. Moi, je serai aux affaires. Si je fais, il faut me le dire, c'est pas m'insulter que de venir me dire, M. Doré, peut-être par oubli, vous avez violé la loi. Et si je suis conséquent avec moi-même, je dois rétablir les faits. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est bon pour Alpha Condé? C'est d'aller aux élections, même s'il a 20 députés, qu'on inscrive les 20 députés, il sera un héros de la démocratie. Mais quand vous analysez, mais pourquoi il veut 90 députés? Mais c'est pour faire de la Guinée un vase clos sur des volontés contrariées de la loi. Bien. Vous comprenez? Nous allons vivre dans une sorte de dictature parce qu'on aura une assemblée aux ordres qui va voter les lois, n'est-ce pas, les yeux fermés. Or, je ne crois pas qu'à l'Assemblée nationale, que ce soit Selou Dalen Diallo, que ce soit M. Sidia ou M. Kouyaté, qui vont aller là-bas, ce sont des gens qui ont gouverné ce pays, ils connaissent les contraintes de la gestion de l'État. Personne ne va aller contrarier le gouvernement, le gêner, l'empêcher de gouverner en bloquant le vote des lois. Non, ce serait antipatriotique. Vous comprenez? Donc il faut faire confiance au patriotisme de Jacques Guinéen. Moi, je ne suis pas plus patriote que vous. Il ne va plus patriote que vous. Dire que je suis plus patriote que vous, c'est insulter toute la Guinée. Quel est le critère qui permet de dire que moi je suis plus patriote que vous? De quel droit Alpha Condé pense qu'il est plus patriote que les autres? Bien. Alors, en substance, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre rencontre avec Saïd Djinnit? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on lui a expliqué pourquoi on en est arrivé à cette situation. Il y a d'abord les conditions. Est-ce qu'il y a eu des propositions de sortie de crise? Non, moi je n'ai pas fait de propositions. Ce sont ceux qui sont venus comme. Ah ben non. Non, il est venu constater. Mais c'est facile de critiquer. S'il vous plaît. Mais non, je ne peux pas vous laisser continuer comme ça. C'est facile de critiquer, mais si vous n'avez pas de solution, là ça devient très compliqué, monsieur Jean-Marie Doré. Vous n'avez pas lu la lettre de Ban Ki-moon. Une force de proposition, une force de proposition. S'il vous plaît, vous n'avez pas lu la lettre de Ban Ki-moon. M. Saïd Djinnit a été désigné pour venir contribuer au dialogue en le facilitant. C'est son nom d'ailleurs. Quand il vient, il prend la température. Oui, mais il vous consulte. Oui, mais non, c'est pas comme ça, monsieur. Bien, allez-y. Je suis un vieux fonctionnaire international. Il fait 26 ans dans la carrière dans le système des Nations Unies. Quand il vient, il faut qu'il sache d'abord de quoi il est question. Pourquoi il y a cette crise? Alors on lui explique pourquoi il y a la crise. Il faut d'abord ce premier tour-là avant de commencer à faire des propositions. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas commencer à faire des propositions sur le rien. Alors qu'il ne sait pas. Donc c'est juste l'écouter, en fait. Voilà, on l'a écouté. Puis, à la fin, comment on va faire pour renouer le dialogue? Il faut révoquer le décret. Et ce sera un premier pas. Et bon, le collectif a d'autres éléments, n'est-ce pas, qui constituent des préalables. La libération de ces militants qui sont en prison. Et je crois que il y a d'autres certainement dont je ne me souviens pas. Voilà. Après,
si cela est fait, on va s'asseoir autour de la... Comment faire pour sortir de cette situation? En ce moment-là, les gens vont faire des propositions. Je lui ai dit que moi, j'avais déjà fait des propositions qui auraient même évité que l'on fasse venir des facilitateurs étrangers. Et c'est que le gouvernement renonce à Waymark et qu'on cherche ensemble avec le concours des Nations Unies un opérateur capable d'être neutre. Et puis que le vote des Guinéens de l'étranger soit aussi, n'est-ce pas, biffé du tableau actuel. Puis l'Assemblée nationale future prendra le temps de concevoir un cadre, une méthode, n'est-ce pas, de représentation des Guinéens de l'extérieur. Voilà ce que j'avais fait comme proposition et que j'ai... Alors sur la marche d'aujourd'hui, est-ce que si aujourd'hui il y avait une décision donc du gouvernement qui révoquerait l'opérateur technique Waymark en faisant un appel d'offres international et accepter le vote des Guinéens de l'étranger, est-ce que vous allez continuer à révoquer le décret convoquant le corps électoral au 30? Mais à ce moment-là, ça pose un autre problème qui impose que le décret soit révoqué. C'est qu'au moment où je vous parle, il n'y a pas de fichier. Vous comprenez? On ne peut pas faire des élections sans fichier, sans une liste correcte, agréée par tout le monde, n'est-ce pas, comportant le nom de ceux qui doivent aller voter. Donc vous aussi, vous rejetez le fichier qui avait été établi en 2010 pour la présidentielle? Non. Si vous voyez qu'on parle maintenant de fichier, c'est parce que le président de la République est élu, a marché sur le fichier qui a permis de le lire. Ça, c'est une faute grave de la part de M. Alpha Condé. Vous ne le dites pas. Hier, les femmes sont venues chez moi. Nous sommes nous qui portons les bébés sur les seins, etc. Mais pourquoi vous n'avez pas le courage d'aller voir le président et lui dire ça? Parce que je ne comprends pas les Guinéens. Ils font comme les poulets qui tournent autour de la cage. C'est pas normal ça. Les chefs religieux, les notables, les femmes. Non. Vous avez rencontré le président depuis qu'il a pris ce décret? Ou vous l'avez parlé au téléphone? Vous l'avez parlé au téléphone, c'est votre ami. Je ne parle pas au téléphone parce que c'est un acte inqualifiable. Vous êtes fâché contre moi? Je ne suis pas fâché, mais je constate en tant que citoyen que ce n'est pas normal qu'à son niveau, lui, Alpha Condé, qui a vécu dans un pays démocratique comme la France, qu'il puisse agir à contre-temps, à contre-sens de l'histoire, de la formation prétendue par lui. Mais on vous sent très amer, c'est votre ami. S'il a commis un tel acte, monsieur Doré, vous conviendrez avec moi, c'est votre ami, vous n'avez qu'à prendre votre téléphone ou à arranger une audience avec lui ou le rencontrer. Entre deux hommes d'État ne peut pas avoir pour effet de marcher sur les principes fondateurs de la nation. Vous comprenez? Bien. Quelles sont les prémices d'une certaine mascarade électorale que vous avez sentie, M. Doré? Il y a beaucoup. Tout ce que nous sommes en train de dire constitue plus qu'une mascarade, une bouffonnerie. Vous comprenez? Pour que les élections soient démocratiques, d'abord il faut entendre passer. Parce que tout le monde parle de démocratie. Ça veut dire quoi la démocratie? Au 5e siècle, les fondateurs de la démocratie grecque réunissaient le démos à l'agora. Le démos, c'est le peuple. Le peuple expurgé des pérégrins, des métèques, des ilotes, etc. Les citoyens purs et durs. Puis tous les courants là s'exprimaient. Et les archontes, c'est-à-dire les vieux, les sages, essayaient de résumer les différents courants exprimés. Puis on prend la moyenne des opinions qui est un compromis. C'est ça la démocratie. La démocratie fonctionne avec le débat et tout débat suppose un compromis. Si moi je viens ici, je dis je m'appelle Doré, vous m'avez appelé ministre, hein? Bon, je suis ministre, j'ai vaincu l'Annapurna, j'ai monté jusqu'à 11 000 mètres d'altitude, vous devez m'obéir, vous ne m'obéirez pas. Alors là, pas du tout. Vous comprenez? Que risque de se passer alors, M. Doré, si ce décret reste maintenu? Il n'y aura pas de dialogue. Donc, en clair, pas d'élection le 30. Vous allez boycotter, vous allez le président a prêté serment de gérer la Guinée dans le cadre de la loi. C'est pas moi. Cette question on pose à Alpha Condé dans ses studios. Posez-lui la question. Parce que moi, je pas. Monsieur Jean-Marie Doré, vous êtes opposant d'un parti. Je suis un politicien du centre. Je ne suis pas opposant. Non, je ne suis pas opposant. Je suis du centre. Vous êtes de l'opposition? Non. S'il vous plaît. Je vous ai expliqué ici l'autre jour. Il faut avoir de la mémoire. Bien. Je crois que j'en ai. J'ai dit que le centre fait des analyses axées sur l'intérêt national.
Si en cours de route, nos opinions recoupent celles de l'opposition, alors on fait une politique de convergence. Si nos analyses recoupent celles du gouvernement, ou si celle du gouvernement recoupe la nôtre, alors on marche ensemble pour construire la Guinée. Mais si ça s'oppose à nos analyses, nous combattons l'opinion contraire. C'est comme ça. Elle se regroupe cette fois-ci, mais vous n'avez pas appelé vos militants à rejoindre ceux de l'opposition dans les rues. Je ne répondais pas à cette question. Alors, quel est votre point de vue? Quel est votre point de vue sur cette manifestation d'aujourd'hui? Monsieur Jean-Marie Doré, pourquoi vous n'allez pas répondre à cette question? Parce qu'elle n'est pas pour moi intéressante. Alors, finalement, quel est votre point de vue sur la manifestation Pardon? Votre point de vue sur la manifestation de l'opposition du jour? Mais écoutez, si vous voyez des hommes d'État comme Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Kouyaté, qui ont gouverné ce pays dans des moments difficiles, qui ont travaillé dans des organisations internationales, qui ont dirigé des organisations régionales africaines, qui sont des notables sur le plan international. Aller dans la rue, il faut vous dire qu'il y a un motif. Alors justement, est-ce que vous n'avez pas... Donc il ne m'appartient pas de porter un jugement de valeur sur leur comportement. Ce serait vraiment anormal, audacieux et irresponsable de ma part. Alors justement, est-ce que les perpétuelles manifestations, les perpétuelles crises politiques ne vont pas nous mener au chaos? Parce que mais si le gouvernement fait des perpétuelles violations de la loi, si vous n'êtes pas un troupeau de moutons pour le regard du gouvernement, vous serez obligé de réagir perpétuellement contre les mauvaises décisions. Voilà. Parce que il faut respecter le peuple de Guinée. Voilà. J'ai le sentiment à un certain moment que le gouvernement de Michel Alpha Condé considère les Guinéens comme un troupeau de cochons ou de moutons ou de bœufs. Ça, je proteste violemment. Nous ne sommes pas un troupeau de moutons. Très remonté ce matin, mesdames et messieurs. Honorable Jean-Marie Doré. Une petite pause du côté de la réclame. Derrière, on revient avec notre invité exceptionnel ce matin, monsieur Jean-Marie Doré, le président de l'UPG. C'est cela. Entre autres, nous allons essayer de joindre aussi un Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, et le lieutenant-colonel Ansoumane Camara de la police nationale. Donc, ils vont intervenir successivement. Vous ne quittez pas. Dans 6 minutes, on se retrouve pour continuer avec notre invité exceptionnel ce matin. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ahmed Camara, Ibrahima Bantakoba, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïse Silla, Aboubacar Diallo, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission, les GG sur Radio Espace, 8 FM. Et oui, à partir de 18h, vous écoutez cette émission. L'émission aussi diffusée du côté des États-Unis à 13h et à 19h, heure locale. Merci encore une fois de nous rejoindre dans cette émission. Nous avons comme invité exceptionnel ce matin, monsieur Jean-Marie Doré, président de l'UPG, mon cher Bantanko. Oui, monsieur Jean-Marie Doré, on parlait de cela, donc surtout de cette visite du facilitateur international, Saïd Djinit. Est-ce que vous pensez que sa venue pourrait changer quelque chose? Tout dépend de la volonté du gouvernement. Si le gouvernement renonce à prendre des actes à contresens de l'exigence de dialogue responsable, qui doit déboucher sur un compromis qui fasse avancer la Guinée, alors on n'aboutira à rien. Mais si chacun a à cœur que tout conflit se règle autour d'une table avec la volonté exprimée et déterminée de part et d'autre de trouver un compromis, en excluant qu'un des partenaires veut imposer coûte que coûte sa façon de voir, alors vous comprenez, c'est à vous de tirer les leçons. Alors, pensez-vous vraiment qu'on peut révoquer à ce décret, M. Jean-Marie Doré? Il est révocable, il doit être révoqué parce que c'est pris à contresens de la réalité, à contresens de l'intérêt national, à contresens de l'exigence de transparence, de la crédibilité et de la légalité du processus en cours. Alors, si il n'y a pas de révocation et que la date est maintenue, est-ce que vous allez participer à l'élection ou bien vous allez boycotter? Mon parti va prendre la décision qui s'impose. Parce que nous avons le président du parti. Pardon? Parce que nous avons le président du parti. Attention, ici. Moi je dirige un parti républicain et démocratique. Bien. Je ne peux pas me permettre d'imposer une décision qui n'a pas été discutée par la direction du parti. À l'époque, quand vous étiez à l'époque Conté, quand vous étiez dans l'opposition, le RPG semblait être le parti qui soutenait beaucoup plus le vote des Guinéens de l'étranger. Pourquoi, selon vous, cela a changé subitement? Parce qu'il a dû se rendre compte qu'il y a d'autres partis qui ont plus d'électeurs à l'étranger que lui. C'est une évidence. Moi, j'ai moins d'électeurs dehors que Cellou Dalein Diallo. Ça, c'est une évidence. Moi, j'ai beaucoup d'électeurs au Libéria en Côte d'Ivoire, mais c'est des gens qui travaillent dans les plantations et qui ne vont pas louer un car pour venir passer la nuit à Abidjan, louer une chambre d'hôtel et le lendemain voter
peut encore le cas pour retourner. Donc, je relativise leur participation aux élections. Mais celui qui a 3 000, 4 000, 5 000, 15 000 électeurs au dehors ne peut pas avoir la même attitude que moi. Ça se comprend. Mais les uns comme les autres doivent se sacrifier sur l'autel de la patrie et pour éviter que des intérêts particuliers puissent gêner l'émergence et la prospérité de l'intérêt national. Est-ce que vous croyez à la reprise du dialogue politique dans le contexte actuel, alors que la CENI a déjà redémarré la révision des listes électorales? Nous sommes des combattants. Nous ne pouvons pas accepter que ce qui n'est pas programmé s'impose à la communauté nationale. Ouais. Vous comprenez? La CENI n'est pas tombée comme ça. Aujourd'hui, ce que les gens ont reproché à la CENI et que j'ai commencé à comprendre que c'est vrai, parce qu'au départ, j'ai soutenu le président de la CENI, Bakary Fofana, qui est un ami, qui a été mon ministre d'État chargé des Affaires étrangères. Je ne pouvais pas comme ça le jeter aux orties. Mais je constate que les critiques formulées contre lui sont majoritairement justifiées. Parce qu'il prend des décisions sans consulter le bureau de la CENI, mais surtout sans consulter la plénière qui est l'organe souverain à la CENI. Qu'en pense toutes les décisions prises en dehors de l'Assemblée et de la plénière ne peut pas prospérer parce qu'elle est illégale. Voilà. Alcine Makanera, Kaki en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Makanera, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. La mouvance avait demandé à ce que le président prenne un décret de convocation du corps électoral. La chose a été faite. Quelle est aujourd'hui la position de la mouvance? Comment est-ce que la mouvance apprécie cette décision du président? Vous savez, quand on pose un acte administratif, cela soulève deux questions. La première est que la légalité de l'acte et la seconde l'opportunité. J'ai entendu des gens dire que l'acte du professeur Alpha Condé est illégal. Mais ce que je regrette, personne ne vise aucun texte, aucun article. Il faudrait qu'on accepte d'évoluer. L'opinion contraire, c'est la démocratie. Mais les affirmations gratuites ne permettent pas de faire évoluer les choses. Alors justement, M. Makanera, la loi dit clairement que la CENI propose une date que le président entérine. Le 30 juin n'avait pas été proposé préalablement et ensuite le président entérine. Est-ce que vous pensez que d'ici le 30 juin, normalement toutes les opérations électorales qui sont en cours, malgré que l'opposition ait demandé à ce qu'elles s'arrêtent, peuvent aboutir à une élection crédible et transparente? La liste électorale n'est pas complètement finie. Bon, je voudrais tout simplement vous dire, peut-être que vous avez le code électoral avec vous, vous ne verrez nulle part où c'est dit dans le code électoral que le président a une compétence liée par rapport à la convocation des électeurs. Ce sont des idées reçues en Guinée. Le code électoral dans son article 70 est clair. Le président de la République convoque les électeurs 70 jours avant les élections législatives. Sur proposition de la CENI. Non, ce n'est écrit nulle part sur proposition de la CENI. Voilà, monsieur Jean-Marie Doré, vous l'avez écouté. Celui qui n'est pas d'accord, il ouvre mais je pense que... on continue. Oui, c'est ça la base légale de la convocation des électeurs. Monsieur Makanera, le président donc a convoqué le corps électoral. Est-ce qu'aujourd'hui on connaît le corps électoral? Quand la CENI propose Monsieur Makanera, un chronogramme, le président de la République est obligé de prendre le décret. Allez-y, Bantanko. Monsieur Makanera, je disais que le président a bel et bien convoqué le corps électoral, mais est-ce qu'aujourd'hui on connaît le corps électoral? Mais qu'est-ce qu'on appelle corps électoral? Je regrette quand on me dit qu'il n'y a pas de fichier. Mais... Voilà. Oui, mais est-ce que... Écoutez, parce que j'ai suivi le débat, il y a trop de confusion, je voudrais vous permettre d'élever le niveau de débat. C'est vous qui le dites. On parle du principe qu'il y a un fichier qui existe. Alors, qui demande la révision. Si ils disent qu'il n'y a pas de fichier, cela veut dire que nous tombons dans le cadre de recensement. C'est-à-dire la formation d'un nouveau fichier. Monsieur Il ne faut pas qu'il y ait confusion. Monsieur Makanera, vous avez dit que vous avez suivi le débat et quand vous dites que le débat, le niveau est trop bas, vous parlez de Jean-Marie Doré. Attendez, excusez-moi. Parce que lorsque vous parlez de révision, vous dites qu'il n'y a pas de fichier, c'est que ce n'est pas une révision. C'est un recensement intégral. Monsieur Kake, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que le professeur Alpha Condé avait à prendre ce décret en ce moment, au moment où un dialogue semblait s'instaurer entre son gouvernement et l'opposition guinéenne?
J'ai pas compris la question. Est-ce qu'il était opportun pour le président Alpha Condé en ce moment, au moment où le dialogue commençait à s'instaurer entre son gouvernement et l'opposition, est-ce qu'il était opportun pour lui de prendre ce décret maintenant? Un décret qui vient couper l'herbe sous les pieds de l'opposition, vous conviendrez avec moi? Bon, si on est d'accord sur le premier point que la légalité ne souffre pas de doute... L'opportunité, est-ce que c'était opportun en ce moment? Donc nous revenons sur l'opportunité du décret. Ne fallait-il pas attendre la fin du dialogue pour prendre ce décret? J'ai dit oui, le décret était opportun. Pour la simple raison, j'ai eu le privilège de participer à ces différents dialogues. J'en ai été même le porte-parole de la mouvance présidentielle. Bien. Le dialogue que nous a réunis pendant 45 jours, vous pouvez consulter les archives. Tous les points revendiqués par l'opposition ont été satisfaits, à l'exception du retour des conseils communaux dissous. Allez, monsieur Jean-Marie Doré, vous écoutez à l'instant monsieur Kaké. Vous le connaissez déjà? Non, je ne vous connais pas. Ah, ben d'accord. Vous sentez beaucoup de logique dans ce qu'il a dit quand même. Non, logique, écoutez, j'ai étudié la logique au lycée, mais c'est pas de quelle logique il s'agit. Mais quand j'entends beaucoup de choses, y compris la dernière déclaration, je commence à comprendre de quelle souffrance souffre Alpha Condé. Pourquoi? Autour de lui, ceux qui prétendent être des intellectuels qui parlent en son nom, sème et édifie une énorme médiocrité. Vous comprenez? Oui. Quand on sert un chef de l'État, il faut avoir à cœur de juger en fonction de l'intérêt de son mandat par rapport à l'intérêt national. Parce que quand j'entends ce que j'entends, ça veut dire qu'on induit tous les jours le président Alpha Condé en erreur. Et pourtant, Makanera, c'est un homme fort du président. Il peut être fort pour le président, mais on cherche des hommes forts pour l'avancée de la Guinée. Vous comprenez? Je ne pense pas qu'être fort à côté, avoir des biceps durs à côté du président signifie qu'on est fort pour faire aboutir la politique du président. C'est cruel ce que vous dites, monsieur Jean-Marie Doré. Voilà. Ah ben oui. Allez, voilà. On y va là-dessus, Bantanko. Oui. Est-ce qu'il est là? Il est là, oui. Makanera. Monsieur Makanera. Oui, je suis là. Voilà, effectivement, la CENI, elle a repris déjà les activités de la révision du fichier électoral. Mais aujourd'hui, que pensez-vous du dialogue? Parce que tout simplement, le gouvernement dit tenir encore à ce dialogue. Pensez-vous que ce dialogue a un objectif maintenant? Oui, le dialogue a un objectif. L'objectif principal du dialogue, c'est pas de savoir qui a gagné, qui n'a pas gagné entre l'opposition et la mouvance. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait des élections libres, transparentes, crédibles. Bien. Pour que si vous votez pour Pierre, que c'est Pierre qui reçoit votre vote. Aujourd'hui, nous avons eu la chance, il y a la communauté internationale qui nous accompagne. Il y a l'OIS, il y a un expert européen, il y a même un facilitateur. Bien. Bien que on a dit qu'il faut avoir confiance aux Guinéens. Mais on n'a pas trouvé un Guinéen pour la facilitation, malheureusement, après 50 ans d'indépendance. Mais nous avons tout accepté. Je voudrais que les uns et les autres comprennent que le dialogue est encore possible. Que le dialogue a encore sa place. Bien. Alors, monsieur Makanera, au moment où vous pensez que le dialogue a encore sa place, l'opposition décide de descendre dans la rue aujourd'hui. Et on le sait très bien, vous avez dit toujours que vous n'êtes pas anticonstitutionnel. Mais finalement, quel est votre point de vue? Vous pensez aujourd'hui que cette descente est à haut risque? Bon, fondamentalement, moi, je ne suis pas opposé à la marche. C'est l'expression même que la démocratie est en marche en Guinée. Et se porte bien. Mais le risque existe, ça, il faut le reconnaître. Parce qu'il ne faut pas être hypocrite. Mais seulement, j'ai suivi dans le débat, vous avez dit qu'il y a possibilité que la mouvance présidentielle impute les marcheurs. Moi, je voudrais vous dire... On n'a jamais dit la mouvance présidentielle, jamais dit, on a dit il y a des risques d'infiltration. Voilà. Mais qui doit s'infiltrer, on ne sait pas. On n'a pas dit la mouvance présidentielle. Bon, moi, je voudrais tout simplement vous dire, quand un acte est posé tout de suite, la première question qu'on se pose, l'acte arrange qui aujourd'hui a intérêt et menace pour que la situation économique, politique et sociale soit bloquée en Guinée. Qui? Alors peut-être vous avez la réponse de cette... peut-être que vous avez la réponse à cette question. Qui a intérêt à ce que nous allions au chaos? Bon, qui a intérêt? Non, nous avons fixé une date.
nous souhaitons ardemment respecter cette date. Bien. Est-ce que nous avons intérêt qu'il y ait des problèmes pour que la date ne soit pas respectée? Monsieur... Ceux qui ont dit on va tout faire pour ne pas que les élections aient lieu. Entre les deux groupes, qui a intérêt qu'il y ait chaos. Voilà, monsieur Makanera, merci. En tout cas, voilà, nous avons d'autres personnes à appeler. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des GG ce matin. Merci beaucoup, monsieur Makanera. Le plaisir était pour moi. Au revoir. Les grandes gueules. Voilà, sans tarder dans un instant, on va essayer de joindre, et là c'est d'Alain Diallo, il faut le rappeler, un président de l'UFDG. Allez-y, bonjour. Monsieur Doré, votre point de vue sur la question de l'infiltration et également sur l'opportunité, le propos de monsieur Makanera. Écoutez, je ne connais pas bien monsieur Makanera. Si c'est Saloum Sissé qui parlait, ou madame Nantou Konaté, je répondrai. Mais je commence, je vous l'ai dit, à réaliser les souffrances d'Alpha Condé. Que ce qui l'entoure soit d'un niveau si médiocre que pour plaire au président Alpha Condé, il faut dire des choses comme ça qui aggravent des tensions, qui gênent le président et l'action de son gouvernement. Parce que les serviteurs du gouvernement doivent présenter des dossiers propres, des arguments propres. Le président veut prendre une décision. Ils ont le devoir de lui dire que cette décision que tu vas prendre, n'est-ce pas, va gêner tel et tel aspect de ta politique. Mais si on lui dit chaque jour Amen, Amen, tu es Seigneur et tu es beau, alors, vous comprenez, le président va glisser dans... on l'induit en erreur. Oui, tous les jours. C'est le sentiment que j'ai en écoutant ce qu'on vient de dire. Mais vous avez parlé de l'infiltration. C'est un problème réel. Nous avons des informations sûres que 30 personnes recrutées à Bissau sont venues dans des tenues reconnaissables de la police. C'est des informations. Nous sommes en train de vérifier leur réalité, mais la source qui a fourni cette information est une source crédible et il faut donc la tenir pour vraie. Et ils sont armés de couteaux, de pistolets. Ils vont rentrer dans les rangs des marcheurs. Puis à un moment donné, la police va les arrêter. Et quand on va les arrêter, qui vous a armé, qui vous a recruté, c'est M. Alain Diallo, c'est M. Kouyaté, c'est M. Selou, etc. Ça, c'est des actes minables, ça. Comment voulez-vous construire une nation en recourant à des méthodes comme ça? Ça, il faut condamner ce comportement de basse police. Et ça fait combien de temps vous avez cette information, M. Jean-Marie Doré? On l'a dans un temps que je n'apprécie pas, mais dès que l'on a parlé de marche, cette démarche a été initiée. Et je crois que je regrette, parce que ce pays, quand nous étions jeunes, on s'est battu pour l'indépendance. Et on est maintenant indépendant, et n'importe quoi est rentré dans le sillage, n'est-ce pas, de l'État indépendant, et la Guinée est tombée aujourd'hui vraiment à un niveau très bas. Il y a une cacophonie autour de l'itinéraire de cette marche. Tout ça est fait pour qu'on initie cette désinformation. Je crois que les marcheurs ont déposé un préavis comportant l'itinéraire qu'ils ont choisi souverainement, c'est leur droit. Vous pensez que le gouverneur a raison? Non, il n'a pas raison. De demander que l'itinéraire soit... C'est un abus de droit. Et les gens ont dit, nous voulons emprunter ça. Ils ont fait ça sur leur responsabilité. Et vous attendez quelques heures avant le début de la marche pour leur dire de modifier. Ça ne se fait pas. Ça, c'est une violation. C'est une restriction apportée, n'est-ce pas, à l'exercice de leurs droits. Il faut le dire clairement. Si moi j'avais vu, vous m'avez vu au gouvernement, j'ai eu des situations plus compliquées que ça. Mais il faut consulter les gens. On ne gouverne pas seul. Ils ne sont pas des arbres. Vous avez peur pour cette journée? Pourquoi avoir peur? Pour les risques de si le gouvernement prend violence. Si le gouvernement prend le risque de provoquer les marcheurs, il endossera la responsabilité de cela. Comment? Si le gouvernement introduit des perturbateurs, comme la dernière fois au niveau de la casse, ben, il endosse la responsabilité. Vous comprenez? Il ne faut pas accepter ça comme ça. Bien. Là, parce que c'est initié par le gouvernement qu'il faut accepter comme ça. Moi, je n'ai pas l'habitude d'accepter ça. Aujourd'hui, comment vous trouvez, M. Doré, la situation économique de notre pays? Vous n'êtes pas peut-être économiste. Oui, mais le panier de la ménagère et les questions qui concernent le tissu social aussi. Oui, mais c'est qu'il y a une tendance. Je commence par le tissu social. Vous entendez dans certains milieux que tel groupe ethnique n'est pas guinéen.
c'est nous qui sommes les vrais Guinéens, c'est une aberration historique. La Guinée n'existait pas. La Guinée est une invention des Français. Jusque vers 1898, c'était la rivière du Sud. Puis l'actuel Fouta était une sorte de protectorat, un statut pas tout à fait bien défini. Puis en 1900, les Français ont pris une décision créant la Guinée française, en incluant dans cette Guinée française Sigiri, Kankan, l'actuel Mandiana, Kerewane, Beila, Lola, dans le Soudan français. Vous comprenez? Donc, si on devait prendre une carte d'identité à cette époque-là, les gens de Lola et de Beila ne seraient pas des Guinéens. Ils seraient des Soudanais, vous comprenez? Bon, aujourd'hui, donc, il faut considérer chaque citoyen qui a une carte d'identité guinéenne comme un Guinéen. Vous comprenez? Et ça permet d'aller vers l'unité nationale d'une manière sereine. Et vous parlez du panier de la ménagère. Je crois que c'est redondant de parler du contenu du panier de la ménagère. Le gouvernement a renoncé à faire une politique de développement et en décourageant les gens qui sont venus investir. Et les gens sont partis, la population s'est paupérisée et nous sommes dans cette situation. Et au lieu de s'attacher à régler ce problème-là, le gouvernement avait ajouté un élément nouveau, n'est-ce pas, d'aggravation de la situation économique, parce que en étant catégorique pour refuser ce qui est dû, le droit des gens d'exiger des élections propres, mais il sait parfaitement que s'il le refuse, les gens vont se cabrer. Voilà, si les gens se cabrent, de l'extérieur, on va nous considérer comme un pays instable. Vous comprenez? Et c'est la faute du gouvernement. Ce n'est pas la faute des gens qui contestent la mauvaise politique du gouvernement. Voilà, nous avons en direct chez le GG, lieutenant-colonel Ansoumane Camara, bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue chez les GG. Voilà, lieutenant-colonel, vous avez la dernière fois évoqué un dispositif sécuritaire qui renforçait donc la sécurité autour donc des manifestants. Aujourd'hui, quelles sont les dispositions qui ont été envisagées? Y a-t-il une nouvelle stratégie qui a été mise en place? Bien, je vous remercie de m'avoir interviewé sur votre antenne ce matin. Donc, comme la fois passée, sur instruction du directeur général de la police nationale, l'itinéraire autorisé pour la marche de l'opposition, c'est-à-dire le rond-point d'Amdallah et jusqu'à l'esplanade du stade, sera sécurisé et les marchands seront protégés par nos unités, comme la fois passée, sur l'instruction de l'autorité. Quant à la route Fidel Castro, la marche est interdite, donc les unités aussi sont déployées là pour empêcher tout regroupement et pour permettre aux autres citoyens de circuler librement et vaguer à leurs besoins, permettre aux autres usagers de circuler en temps normal. Alors vous parlez d'empêcher tout regroupement alors que l'initiative de la marche c'est justement de regrouper les gens pour exprimer certaines revendications. Comment est-ce je dis bien sur l'axe qui n'est pas autorisé de marcher. C'est pas toute la ville de Conakry qui est autorisée de marcher, de se regrouper, de marcher. Il y a un itinéraire plutôt qui a été désigné par l'autorité du gouvernorat et qui nous avait été instruit de sécuriser. Ça, c'est de Amdalaï jusqu'à l'esplanade du stade, je vous ai dit. Vous allez donner force à la décision du gouverneur de la ville de Conakry alors que l'opposition ne partage pas du tout cette décision. Je voudrais que vous sachiez, nous sommes des républicains, nous sommes là pour défendre la loi. C'est clair. Alors, vous êtes sur le terrain là en ce moment, mon lieutenant-colonel, vous êtes sur le terrain? Je suis sur le terrain, moi je suis au rond-point de l'aéroport comme ça, je suis là. D'accord. Vous pouvez vérifier. Alors, décrivez-nous la scène un petit peu, est-ce qu'il y a du monde en ce moment là, à 10h22? Tout se passe bien, ça circule, je suis au rond-point de l'aéroport, tout se passe bien, il y a pas de problème, ça circule. Je vois les minibus, les taxis. Il y a même des journalistes ici maintenant qui sont avec nous en face. D'accord. Donc, qui sont en direct. Vous pouvez les appeler, c'est sur votre radio et par là. Voilà. Alors, mon lieutenant-colonel, est-ce que les manifestants semblent comprendre votre décision, c'est-à-dire d'obéir à la décision du gouvernorat? Non, mais tout comme fait, moi je ne peux pas vous dire s'ils semblent comprendre ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas de manifestants qui sont déjà présents sur les lieux où vous êtes? Voilà. Mais si j'étais là, je n'allais même pas pouvoir vous parler, il n'y a pas de mal. D'accord. J'espère que vous avez bien compris, parce qu'on me fait comprendre là qu'ils sont de l'autre côté, ils sont en train de marcher
sur la route de Prince pour descendre. Donc, c'est sûr qu'ils ont compris. À mon niveau ici, pas de regroupement, je ne vois pas de manifestants et il n'y a pas de citoyens hostiles à notre présence ici. Alors justement, il y a des informations relayées par l'opposition qui affirment qu'il y a des personnes qui pourraient infiltrer la marche. Est-ce que vous avez pris des dispositions justement par rapport à ces personnes qui pourraient infiltrer la marche de l'opposition? Allô? Vous savez, par rapport à chaque fois qu'il y a la marche, il y a des informations comme ça. Tout ça, c'est déjà à troubler la quiétude même des agents de sécurité. Mais nous sommes habitués à ça. Bien. On a toujours pris des dispositions et ça ne nous effraie pas. Et je vous garantis que cela n'est pas vrai. Parce que autrefois, on nous avait dit, et nous étions dans la foule, on n'a pas été attaqué par des gens, on n'a vu personne infiltré. Donc ça peut se dire comme ça, mais c'est pas vrai. Oui, votre équipe comprend combien d'éléments pour cette marche d'aujourd'hui, mon lieutenant-colonel? Sur instruction du directeur général de la police, on a déployé 1500 hommes. D'accord. Alors vous avez sillonné également certainement certaines parties de Conakry. Du côté de la casse, est-ce que vous avez constaté si cet endroit est fermé? Bon, je viens de dépasser la casse là. Et à tous ces niveaux-là, les gens se sont en train de vaguer, mais ils prennent des dispositions parce qu'ils ne savent pas certainement quand ils vont être envahis. Donc les marchandises ne sont pas exposées, mais les gens sont devant leur boutique, donc ça s'amuse. Je n'ai pas vu de quelque chose d'ordre incorrect. Tout se passe bien. Merci beaucoup, mon lieutenant-colonel Ansoumane Camara de la police nationale. Merci beaucoup. Voilà, allez, on va continuer notre émission. Le cocktail des grandes gueules. Spontanéité et liberté de ton. Les grandes gueules détiennent le record des taux d'écoute en bande FM. Soit la première émission qui crée l'actualité. Les grandes gueules flirtent avec clarté et liberté de ton. À suivre tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 10h sur Radio Espace. Merci de nous rejoindre. Oui, je continue. On vient d'avoir le lieutenant-colonel Ansoumane Camara de la police nationale. Et voilà, les informations à Droman ont notamment posé cette question, à savoir un peu, est-ce qu'il y a des infiltrés? C'est la même chose, à dire, chaque manifestation, on entend les mêmes informations, ce qui est peu dommage. C'est vrai, parce que déjà, il y a d'autres informations aussi qui disaient que ce sont les opposants qui ont armé des loupards, donc qui vont essayer de s'aimer donc la pagaille. Et j'ai même des messages dans ma Alerte Info. Voilà, et là, c'est vrai, à chaque moment, il y a ces informations qui... Mais aujourd'hui, quelle est la capacité donc de nos forces de l'ordre de vérifier effectivement l'existence de ces informations? Ouais. Si ce n'est que peut-être des rumeurs. Voilà, donc vous savez, c'est que ça donne les enquêtes ici en Guinée. Et donc, je pense que il va falloir effectivement aller jusqu'au bout. Donc, c'est vrai, parce que il y a une possibilité, en tout cas, tout porte à croire qu'il y a des personnes qui auront aujourd'hui besoin donc de faire, de jouer le jeu pour qu'il y ait une perturbation. On ne sait pas maintenant de quel bord ces personnes sont, mais il faudrait que les policiers soient à mesure de mener une enquête de genre pour pouvoir dénicher donc des genres de personnes avant même que la marche n'ait lieu, c'est-à-dire prévenir des situations, parce qu'il faut toujours prendre toutes les informations au sérieux pour pouvoir effectivement éviter le chaos. Moussa Moïsila. Je pense qu'il est important, même si le porte-parole du gouvernement disait que c'est pas bon de relayer des rumeurs, c'est bon de le dire, de relayer, de prévenir, parce que tout simplement quand c'est démenti de façon catégorique officielle par un responsable comme Damantan, je pense que ça permet aussi d'édifier beaucoup de citoyens. Mais se taire là-dessus, c'est encore beaucoup plus grave parce que ça peut créer beaucoup plus de perturbations. Mais moi, mon souhait aujourd'hui, c'est que nous sortions de cette manifestation avec 0 blessé, avec 0 tué par balle. Parce que tout simplement, j'ai envie que tout ce que l'on dit sur l'utilisation des armes conventionnelles pour le maintien d'ordre soit utilisé et que cela soit effectif, qu'enfin nous puissions organiser des marches où on ne dira pas qu'il y a eu dans lesquelles on dira pas qu'il y a eu un tel citoyen qui a été tué par balle, parce que tout simplement quand il y a un mort par balle, c'est de la responsabilité de l'État qui détient le monopole de la force physique. Voilà, nous sommes pratiquement au terme, à la fin de cette émission, monsieur Jean-Marie Doré. Que peut-on dire de plus en ce qui concerne cette manifestation? Beaucoup de lutteurs vous écoutent en ce moment. Est-ce que vous allez aller déjà à la manif ou pas du tout?
J'ai déjà répondu à la question tout à l'heure, je crois. Non, vous n'avez pas répondu à la question. Mais si, vous m'avez demandé si je vais aller marcher, j'ai dit que je suis du centre. Ok, donc vous n'allez pas marcher. Je ne réponds pas à la question, je suis du centre. Alors quel appel en cette journée je demande au gouvernement de la République de respecter les lois, de respecter le choix des citoyens, de permettre que les élections aient lieu sans tricherie, puisque nous avons les prémices graves qu'il y a des tricheries. C'est pourquoi il y a ce débat sur le processus. Et si le gouvernement fait son devoir et respecte le serment du président de la République, on va trouver rapidement une solution de compromis. Mais ce qui est exclu que nous acceptions, c'est le diktat. Le diktat est antinomique de la démocratie. Voilà. Alors, M. Jean-Marie Doré, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà, mesdames et messieurs, dans un instant, on n'arrive pas à joindre Commandant Barry qui a raccroché. Donc, est-ce que nous allons faire un saut sur, différents carrefours pour voir un petit peu avec nos correspondants basés, entre autres, du côté de Bessia. C'est bien cela, Ahmed Kamara. Effectivement, Bessia, mais nous avons également le pont 8 novembre et nous avons également l'itinéraire, l'autoroute de Prince. Donc, à tous ces endroits, le marché Madina, vous le savez très bien. Un véritable centre de violence aussi quand il y a des manifestations, puisque on a quand même vu ce qui s'est passé lors des dernières manifestations. Donc nous avons quelqu'un également qui est posté de ce côté pour voir exactement est-ce que le marché fonctionne normalement et tout ce qui se passe de ce côté. Voilà, 10h30, le médiateur dans ce studio, parce que là c'est un peu compliqué, hein. Tout est compliqué là en ce moment. Bien, bonjour mon cher Bassekou. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors qu'est-ce qui s'est dit sur internet cette semaine, Bassekou? Alors, beaucoup d'internautes ont réagi cette semaine sur le décret présidentiel qui a convoqué le corps électoral pour les législatives au 30 juin. Il y a également cette manifestation de l'opposition et enfin les manifestations à Conakry contre les délestages. On va commencer par Mamadou Ba qui dit ceux qui soutiennent le 30 juin, faites attention, il faut que les Guinéens s'entendent sur les débats qui concernent la nation. Un seul homme ne peut pas décider de l'avenir du pays au moment où rien ne marche. Assurons-nous que la constitution est respectée. Celle-ci reconnaît Sagem qui a élu Alpha, mais pas Wemark qui n'a jamais rien réussi. Également, Ousmane Hawa Fofana, je pense que le 30 juin doit être décisif pour la Guinée dans son histoire. Chers Guinéens, soyons responsables de nos actes, car avant tout, il s'agit de la Guinée, que l'opposition accepte ou pas. Nous allons le 30 juin pour élire nos députés à l'Assemblée nationale. Le pouvoir doit savoir que le seul objectif des radicaux collectifs des opposants, c'est empêcher l'organisation paisible des législatives, car ils n'ont pas la confiance du peuple. Vive la Guinée, vive la paix, que Dieu bénisse les Guinéens. Bien. Autre chose? Oui, Sidik ici, mes sœurs et frères, l'opposition dite radicale est finie. Si une grande partie du peuple dit oui aux élections pour le 30 juin et la communauté internationale est même unanime, pour des raisons qui sont connues, l'opposition fait ni confiance à ses frères ni à ses partenaires. Alors sur la marche maintenant de l'opposition, Mohamed Chérif Hess qui dit que la rue n'est pas la solution idéale pour cette pauvre population et en plus faire sortir des innocents. Moi, je veux dire que la vie ne se vend pas au marché. En tout cas, quand je suis jeune, je veux réussir ma vie sans ce putain de politique. Mon Dieu. Ouais. Mamadou Sadio, essayez de trouver des solutions pour sortir la Guinée de cette obscurité. Maintenant, le pouvoir et l'opposition, tous les deux doivent s'asseoir et réfléchir sur le sort de la population qui a souffert pendant tant d'années et qui est assoiffée de changement. Ayez pitié de cette pauvre population. Bien. Maintenant, sur le cas de l'EDG, il y a Abouakar Sarouya. C'est la conséquence des nominations fantaisistes basées sur l'appartenance ethnique ou politique. À chaque sortie médiatique d'un responsable, au lieu de parler de sa gestion, il se met à s'attaquer à d'autres. C'est l'exemple qui nous a montré hier le porte-parole de l'EDG, un soi-disant docteur. Les Blancs doivent forcément créer d'autres titres pour la nouvelle génération, car on aime les titres beaucoup en Guinée. Ibrahim Assou, de manifestation en manifestation, la Guinée sortira vaincue. Le problème, c'est que la jeunesse n'a confiance à personne, puisqu'elle fut promise longtemps,
par plusieurs personnes, ainsi que le professeur Alpha Condé qui avait promis un ordinateur à chaque étudiant, ce qui de coup n'a pas été fait. Je vois très mal comment l'intervention du chargé de com de l'EDG pourrait convaincre des jeunes. Voilà, monsieur Bassekou, en tout cas, grand merci. Je sais qu'il y a des critiques et suggestions, hein, voilà, allez-y, en 30 secondes. Oui, critique, il y a Jean Bobo Jeannot. Salut les GG, dites à vos invités de respecter la minute oui ou non. C'est-à-dire ne pas faire des commentaires après avoir répondu. Il y a Ibrahima Souri Conté. Arrêtez de parler tous à la fois, ordonnez vos interventions et laissez vos invités développer leurs idées. Bien. Je pense qu'Abakar et Moussa Moïse ont saisi. Effectivement. Parce que c'est Moussa qui pose des questions pendant oui ou non. Hein. Ouais, voilà, il dit pas oui ou non, mais il se met à parler. Il se met à parler, il est comme ça. Maintenant, on va me retrouver à 13h, hein, c'est bien cela. Oui, bien entendu. Et effectivement, ce sera beaucoup plus consacré sur la marche donc, de l'opposition. Dans ce cadre-là, on essaiera d'avoir donc, les services de sécurité et les opposants qui ont appelé à la marche, pourquoi pas les membres du gouvernement aussi, pour nous donner effectivement l'essentiel de ce qui se passe. Voilà, donc restez avec nous, mesdames et messieurs, à 13h, vous allez retrouver cette grande édition d'information de Bantanko qui marche super bien sur Radio Espace, Espace Première, avec toute l'équipe de la rédaction. Dans un instant, c'est Ada que vous allez retrouver pour jusqu'à 12h30, et derrière, Bantanko vous donne rendez-vous avec Espace Première. Sur Gangan TV, les programmes continuent. Au revoir.